sur l'importance du fait qu'il fallait, pour reprendre les paroles de Daniel Rapoport, être bien traité pour être bien traitant auprès des enfants qu'on accueille au quotidien. Et comme le contexte n'est vraiment pas évident en ce moment pour nous dans le secteur de la petite enfance, il paraissait important de pouvoir finir cette journée de colloque en ayant Bérengère Lepetit auprès de nous, qui est donc journaliste auprès du Parisien et qui a écrit ce livre qui est paru l'année dernière, Baby Business, crèche privée, l'enquête inédite. Parce que, à la différence de beaucoup des intervenants qu'on a eu aujourd'hui et de beaucoup d'autres intervenants qu'on aurait pu faire intervenir aujourd'hui, Bérengère Lepetit, en étant journaliste, elle n'est pas du secteur de la petite enfance et elle vient, de son regard extérieur, expliquer pourquoi elle s'est lancée dans cette enquête et comment elle l'a menée. Parce que ça nous paraît très important en tant que syndicat de pouvoir aussi donner la parole à des gens qui se sont intéressés à notre secteur de manière à pouvoir continuer à témoigner des conditions de travail, des modalités d'accueil que nous avons en ce moment dans nos structures en France. Donc je vais laisser le soin éventuellement à Bérengère Lepetit de se présenter encore un peu plus précisément. Moi, je voulais simplement vous rappeler un peu le contexte de cette intervention-là. Je vous souhaite une bonne conférence. On se retrouve derrière les écrans pour suivre vos remarques et vos questions. Et puis, entre les quelques participants qui sont ici en présentiel à Paris et puis vous derrière les écrans, on est dans l'échange et la volonté vraiment de Bérengère est de pouvoir échanger avec vous. Donc, on se fera votre voix à vous qui êtes derrière l'écran. Merci Bérengère. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup d'être présent ce soir et puis d'être derrière votre écran pour les autres. Voilà, alors je n'ai pas trop l'habitude d'intervenir comme ça sur Facebook, mais je vais essayer de... Je crois que je vais parler quand même aux gens qui sont là. Voilà, donc que les autres ne se formalisent pas. Voilà, donc... pourquoi, effectivement, moi, j'ai décidé de m'intéresser au secteur de la petite enfance. Donc moi, je travaille au service société du Parisien. Ça fait maintenant 3 ans et demi. Avant ça, j'étais au service économie pendant une dizaine d'années. Voilà. Et il s'est trouvé que en janvier 2022, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Ça a fait pas mal de bruit. Moi, je me suis à cette époque-là, vu que je m'occupe en fait au service société du Parisien de la famille au sens large. Donc de la petite enfance au grand âge, j'ai été amenée à travailler en fait sur le livre à essayer de d'écrire des articles en fait sur ce qui était dénoncé dans ce livre, à savoir les dérives, les maltraitances dans les EHPAD et notamment dans le secteur privé lucratif. Et il s'est trouvé que quelques semaines plus tard, c'était en février, je me rappelle bien, on a commencé à recevoir des mails. Alors, il n'y en a pas eu 40, mais il y en a quand même eu 2-3 en 2 semaines de parents, dont les enfants étaient dans des micro-crèches en Île-de-France. Donc, notamment, on en parle dès l'introduction du livre en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis. Je vous raconte tout ça parce que je pense qu'il y a un lien avec le livre de Victor Castanet. En fait, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience en fait, du fait que c'est pas parce que, on peut faire confiance à la structure dans laquelle on place ses parents ou ses jeunes enfants, mais parfois il peut y avoir quand même des dérives, des négligences, des problèmes de personnel aussi, de pénurie de personnel, parce que je pense que c'est 2 facteurs qu'on retrouve à la fois dans le secteur du grand âge et de la petite enfance. Et en fait, voilà, donc il y a un père qui nous a écrit en nous disant c'est l'Orpea des tout petits. Voilà, moi, mon fils, il a failli s'échapper de la crèche. Il a été retrouvé presque devant l'entrée. En fait, il y a eu un manque de surveillance à ce moment-là. Et il avait porté plainte, en fait, pour mise en danger de la vie d'autrui. Et dans la foulée, il y a un collectif de parents qui s'était créé en Seine-et-Marne. Non, c'était pas en Seine-et-Marne, pardon. C'était à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis.
Parce que en fait, il y avait une série de dysfonctionnements dans la crèche où étaient placés leurs enfants, notamment une question d'humiliation en fait, de ce pourrait appeler des maltraitances d'ordre verbal en fait vis-à-vis des enfants. Voilà. Et donc du coup, on s'est penché avec ma collègue Elsa Marnette parce que elle travaillait en Seine-Saint-Denis à l'époque on a contacté ses parents, on a essayé de comprendre ce qui se passait et on a écrit un premier article. C'était en avril qu'on a appelé je crois, Rififi dans les micro-crèches. Que se passe-t-il dans les micro-crèches en Ile-de-France ? C'est en reprenant un peu les paroles de ce père là, qui disait que c'était leur PA des tout-petits. Parce qu'il se trouvait que c'était vraiment dans les micro-crèches. Donc on s'est intéressé à ces crèches-là en particulier au départ. Et suite à ça, en fait, on a été contacté par pas mal de gens, à la fois de parents et des professionnels de la petite enfance. Et ces personnes-là venaient plutôt valider ce qu'on disait. Il y en avait qui voulaient qu'on en parle plus, des conditions de travail, etc. Dans la foulée, donc, parce que tout s'est passé très vite, on est vite arrivé fin juin. Et là, il y a eu ce que tout le monde a appelé le drame de Lyon. Cette petite fille de 18 mois qui a été aspergée de desktop et forcée à ingurgiter des stops et qu'on est morte. Et donc là, je pense que tout le monde s'en rappelle, ça a été très dur pour le secteur et il y a eu beaucoup de réactions suite à ça, donc à la fois des syndicats, de l'État, parce qu'il y a eu ce rapport de l'IGAS qui a été donc lancé à ce moment-là. Nous, on avait été un peu alertés avec cette histoire de micro-crèche. Voilà, c'était dans une micro-crèche que ça se passait, chez People and Baby. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Enfin, il y a vraiment quelque chose à creuser plus en profondeur. Et donc là, moi, avec Elsa, on s'est dit, il y a un vrai travail d'enquête à mener. Parce que c'est vrai que ce secteur privé lucratif, ça représente quand même 80% des crèches qui ouvrent. Donc il y a une vraie dynamique, il y a un sujet d'actualité en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est penché sur le secteur privé lucratif, parce que en fait, les dysfonctionnements que nous ont rapportés les parents et les professionnels, c'était dans des crèches privées, des micro-crèches en l'occurrence, que le drame de Lyon, c'était dans une micro-crèche. Et qu'il y avait cet essor récent du privé lucratif, parce qu'on nous a souvent demandé pourquoi on s'intéressait, pourquoi on s'était focalisé sur le privé lucratif. Donc c'est pour ça. Même si, bien sûr, et ça on le rappelle aussi dès la première partie du livre, il y a des problèmes aussi dans les crèches publiques, il y a des problèmes aussi dans les crèches privées associatives. Et ça, il n'est pas question de le nier, en fait. C'est juste que nous, c'est l'angle, dans le langage journalistique, on appelle ça un angle. En fait, c'est ce sujet-là qu'on a choisi parce qu'on estimait qu'il était vraiment d'actualité et puis qu'on n'en avait pas trop parlé auparavant, en fait, que c'était assez méconnu du grand public. Voilà. Donc, en fait, suite à tout ça, c'était au mois de septembre, on a rencontré des éditeurs qui ont été intéressés par le sujet et on a décidé de se lancer dans ce projet d'enquête. Pour être tout à fait sincère et transparente, parce que je pense que ça joue aussi quand on choisit de passer du temps sur des sujets. Moi, à ce moment-là, il y a ma fille qui est entrée en crèche. Voilà. Elle avait 3 ans. Non, qu'est-ce que je raconte ? Elle avait 2 ans à l'époque, parce qu'elle était avec une assistante maternelle avant. Et donc... c'était juste avant l'entrée à l'école maternelle. Et c'est vrai que moi, je me posais pas mal de questions en fait dans tout ça. J'avais déjà eu la chance d'avoir une place en crèche, mais pour moi, je me sentais très concernée aussi par ce sujet en tant que maman, quoi, tout simplement. Voilà. Et puis voilà. Donc tout ça, ça a duré. Finalement, c'était assez court et dense, mais ça nous a laissé le temps quand même de rencontrer pas mal de monde. En tout, on aura passé quand même un petit peu moins d'1 an et demi sur le sujet, mais vu qu'on était 2, on a pu rencontrer et échanger avec pas mal de monde. Les premières personnes en fait qu'on a
avec qui on a échangé, c'est vraiment les salariés de la petite enfance. Donc, vous qui êtes tous là réunis. Donc, à la fois, d'ailleurs, Véronique Escamès, je crois que c'était juste avant la manif. Voilà. On a pris un café. On débutait notre travail, hein, donc on s'est vus. Parce que voilà, donc il y avait eu ce fameux arrêté là, dont tout le monde se rappelle aussi, qui permettait à des personnes non diplômées de la petite enfance de travailler en crèche. Et ça avait été très mal perçu dans le secteur. Donc c'était aussi dans ce contexte-là. Et donc voilà, donc on a rencontré pas mal de salariés. Des personnes en fait qui étaient vraiment au bout du rouleau concrètement, qui nous ont parlé des conditions de travail, des cadences difficiles, des taux d'encadrement qui n'étaient pas respectés, du matériel qui n'était pas suffisant, des repas qui étaient parfois pas suffisants, des couches qui étaient plus ou moins rationnées, même si c'était pas vraiment dit comme ça. Voilà. Et voilà. Et donc, vu que vous êtes là aussi, moi, je voulais insister sur le fait qu'on n'avait pas du tout, enfin, et d'ailleurs, je pense qu'on ne l'a pas fait, l'intention de stigmatiser les professionnels de la petite enfance, parce que je sais, suite à la sortie du livre, que j'ai eu quelques retours, parfois un peu agacés, ou je pense des gens qui n'ont pas tout à fait, enfin, en tout cas, qui se sont sentis ciblés et qui ont mal pris en fait la sortie du livre. Je pense que, on peut parler des dysfonctionnements du secteur de la petite enfance sans, en expliquant le contexte en fait du manque de personnel, des tâches polyvalentes qui sont demandées, du rythme de travail. Je pense en expliquant le contexte, ce qui fait que ça ça stigmatise pas du tout le personnel en fait. Et qu'au contraire, je pense que le fait de porter ça à la connaissance du grand public, c'est aussi une manière d'essayer de trouver des pistes d'amélioration. Et que si les gens ne le savent pas, c'est pas comme ça qu'on va, on va changer les choses. Voilà. Donc moi je vais pas parler non plus pendant 107 ans. L'idée c'est qu'on puisse un peu échanger. Voilà, donc nous on a essayé de répondre à cette question: qu'est-ce qui se passe dans les crèches privées lucratives? Qu'est-ce qui a permis l'essor de ce secteur? C'est parce que ça a commencé dès le début des années 2000. Voilà, il y a eu des assouplissements législatifs, il y a eu une intervention des pouvoirs publics aussi, qui ont permis que le secteur se développe. Par exemple, le décret Morano de 2010 qui a permis l'essor des microcrèches. Voilà. Et puis voilà. Enfin, moi, ce que je peux aussi vous dire là, c'est que je pense qu'il y a eu pas mal de réactions. Donc déjà, il y a eu le rapport de l'IGAS quand on écrivait le livre qui a commencé. C'était la première pierre de l'édifice. Je pense qu'il y a pas mal de gens, grâce à ce rapport, qui ont découvert ce qui se passait. Après, il y a eu coup sur coup la sortie des 2 livres là en septembre. Suite à ça, il y a eu cette commission d'enquête parlementaire qui a été lancée, dont les conclusions ont été rendues publiques récemment. Nous, on a été auditionnés dans le cadre de la commission d'enquête. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le contexte a changé. Enfin, si on reprend là, voilà, au début 2022, aujourd'hui, je pense que maintenant, le grand public est quand même un petit peu au courant des dysfonctionnements du secteur de la petite enfance. L'État, même s'il y avait déjà eu des rapports de l'IGAS qui avaient tiré la sonnette d'alarme, je pense qu'ils savaient déjà que ça allait pas trop, mais là, je pense qu'ils le savent encore mieux. Et donc, voilà, donc le diagnostic a été posé, les pistes pour que ça aille mieux aussi. Je pense que là, les pouvoirs publics les ont exposés. Quoi qu'on pense de la commission d'enquête parlementaire, parce que bon, on peut aussi ne pas être tout à fait d'accord avec. Bon. Mais je pense que au moins il y a une volonté de faire un peu changer les choses aujourd'hui. Moi, j'essaye de
de retenir aussi le positif de tout ça. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais enfin voilà. Et puis là, aujourd'hui, la période qui est très compliquée, enfin voilà, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, donc je pense qu'il ne faut pas faire de plan sur la comète. Mais voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions sur, je sais pas, la méthode qu'on a utilisée, les témoignages qu'on a eus. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion, on n'a pas encore trop de remarques ou de retours sur la page Facebook, donc on va nous réagir en direct pour le moment, vu qu'on est auprès de vous ce soir. J'ai eu l'occasion, du coup, de pouvoir co-animer une conférence il y a 8 jours avec votre consoeur Daphné Gastaldi, qui a fait l'autre livre sur le prix du berceau, du coup, à peu près dans le même cadre que ce soir. Et j'avais envie de vous poser la question qu'on lui a aussi du coup posée il y a à peu près 8 jours maintenant, de comment vous avez, entre guillemets, affronté toutes ces réalités de terrain en étant une journaliste qui ne découvrait notre secteur, puisque du coup, vous n'êtes pas de la presse petite enfance qui travaille régulièrement avec nous comme d'autres titres de la presse, et avec du coup cette particularité, comme vous venez de le préciser, d'être justement une jeune maman qui mettait son enfant dans une structure collective. Comment vous avez réussi du coup à mener votre travail journalistique avec tout ce lot d'émotions et de ressentis que vous vous êtes un peu pris en pleine figure, je pense quand même, non ? Comment dire ? Moi, je vous ai parlé de ma vie aussi, de ma fille, etc., parce que pour expliquer pourquoi je me suis intéressée. Après, moi, dans la crèche où elle était, c'était une crèche associative, en l'occurrence, ça se passait bien. Il y avait des problèmes de personnel, mais je pense qu'il y avait une équipe qui était stable et qui était volontaire et qui faisait en sorte que ça se passait bien malgré les difficultés. Donc, c'est pour ça que je pense que, en tout cas, moi, j'ai toujours eu depuis le départ une image assez nuancée aussi de ce qui se passait. Enfin, je voulais pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, parce que je savais aussi qu'il y avait des structures où ça se passait bien. Voilà. Donc, et par ailleurs, c'est vrai que je vais pas vous dire. Le matin, quand je la laissais à la crèche, quand j'entendais après, voilà, que je rencontrais une salariée, une auxiliaire de puériculture ou une éducatrice qui me racontait les pires horreurs sur ce qu'elle avait vu dans la crèche où elle travaillait, ça me faisait un peu bizarre. mais bon, j'essayais de faire la part des choses et puis de mener mon travail d'enquête de façon séparée. Enfin, je faisais bien le distinguo, ça m'a pas posé trop de problèmes. Après, non, très simplement, j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là parce que je continue à travailler au Parisien en même temps, où je continue d'ailleurs aujourd'hui à suivre le secteur de la petite enfance. Donc, je suis censée... Bon, je parle souvent d'ailleurs à Cyril pour savoir ce qui se passe, voilà. Mais oui, c'était surtout une charge de travail importante. Et vu qu'on a essayé aussi d'avoir des personnes qui étaient vraiment dans toute la France, de pas vraiment se cibler Paris, parce que sinon ça aurait été assez restrictif en fait comme point de vue. Du coup, parfois il y avait des gens qui passaient, qui étaient disponibles qu'une journée parce qu'ils venaient sur la journée à Paris. Du coup, on devait les voir parfois un peu tôt le matin ou tard le soir. Enfin, on essayait aussi de s'adapter aux gens qu'on avait à rencontrer, quoi. Voilà. Après, je pense qu'avec Elsa, on était toutes les deux très intéressées par le sujet. Et puis on avait cette sensation qu'il y avait une question de, c'était un travail d'utilité publique en fait, on ressent pas ça avec tous les sujets. Là, il y avait vraiment cette idée qu'il y avait des choses à apporter à la connaissance du grand public,
que c'était aussi pour le bien-être des enfants, des salariés. Enfin voilà, bon bref, c'est un peu les choses qu'on se raconte en tout cas quand on travaille sur un sujet comme ça, quoi. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Catherine Ponce. Je suis au syndicat depuis sa création, mais assez engagée depuis de très nombreuses années auprès de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on alerte, nous professionnels, avec nos petits moyens, sur les difficultés qu'on rencontre à tout niveau et qui impactent la qualité d'accueil que nous devons aux enfants et à leurs familles. Et du coup, vous nous expliquez que c'est le livre de M. Castanet qui a été le déclencheur, on va dire. Mais comment se fait-il que les alertes ne vous soient pas arrivées? Et comment vous pouvez nous expliquer que notre parole ne puisse pas être entendue par le grand public quand pendant 10 ans, on dit qu'on va dans le mur et que ça va être dangereux et qu'il faille attendre des accidents qui étaient pourtant prévisibles. J'aimerais bien savoir si vous avez une analyse à nous ou une explication à nous, parce que nous, professionnels, on se sent très démunis quand c'est ce genre d'événement qui se focalise sur notre secteur. Ouais, je comprends. Comment expliquer? Parce qu'en fait, je pense que c'est assez général, c'est que la petite enfance, la médiatisation, c'est assez récent, j'ai l'impression. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé à travailler au service société, c'était en 2021, donc c'était quelques mois avant tout ça. Et effectivement, moi, quand je suis arrivée, parce qu'avant j'étais au secteur dans la rubrique économie du journal. Et effectivement, quand je suis arrivée, je me suis bien rendu compte que moi, la petite enfance, ça m'intéressait aussi parce que j'étais en plein dedans. Mais je me suis bien rendu compte qu'il y avait assez peu d'articles en fait et que c'était, comment dire, un secteur qui passait un peu sous les radars. Alors, comment on peut l'expliquer? Peut-être, comment dire? Je pense que c'est une question aussi de société plus large. Peut-être que pendant longtemps, c'est un secteur qui était méconnu du grand public aussi, parce que c'est vrai que c'est pas... Enfin, en tout cas, la situation dans les crèches, je pense qu'il y avait une question de visibilité. Alors, c'est quoi, je veux pas me mettre à dos les syndicats, etc. Mais autant on est en tant que journaliste très souvent contacté par les syndicats d'enseignants, etc. Autant, je pense que ça a mis un peu plus de temps à se mettre en place. Moi, le premier syndicat dont j'ai entendu parler dans la petite enfance, c'était le SNPPE. Mais les autres syndicats, ils venaient pas vraiment vers nous. En fait, en tant que journaliste, on est aussi contacté par les gens. Ça, faut le comprendre. Et c'est vrai que ce qui est important à nos yeux, c'est quand il y a des remontées du terrain, quand on nous alerte sur des sujets. Et ça, voilà, je ne veux pas jeter la pierre. Je pense que ça fait aussi partie de... Peut-être qu'il y avait le collectif Pas de bébé à la consigne, pour le coup, qui était très mobilisé. Mais hormis ce collectif-là, je ne pense pas que je recevais beaucoup d'alertes, moi. En tout cas, en 2020, enfin, quelques mois avant tout ça. Voilà. Et puis, je pense que, en fait, peut-être aussi que, et ça, c'est un secteur qui est très féminin. Je pense qu'il y a un manque de visibilité des femmes en général dans la société. Je pense que voilà, enfin c'est tout secteur confondu, hein, que peut-être que voilà, les gens se sont pas vraiment rendus compte de ça, que les enfants, quand ils ont moins de 3 ans, ils parlent pas, qu'il y avait beaucoup de méconnaissance en fait de ce qui se passait dans les crèches. Voilà, je pense que tout ça fait que on n'en parlait peut-être pas assez. Et après, je veux pas non plus défendre les journalistes. Il y avait peut-être un manque de curiosité aussi. Mais voilà. Mais bon, je pense que les choses ont changé, donc on peut aussi s'en réjouir aujourd'hui. Voilà. C'est certain que on le voit bien depuis qu'on s'est créé maintenant il y a 4 ans, que souvent vos confrères et vos consoeurs qui viennent vers nous pour nous poser des questions sur le secteur de la petite enfance sont souvent des jeunes parents.
Et donc, on se rend bien compte que notre secteur et tout ce qu'il représente en termes d'importance dans notre société, ben, on s'y intéresse d'autant plus qu'on est concerné. Et vraiment, voilà, depuis que on a pu créer le SNPPE et qu'on a pu éventuellement communiquer sur nos actions syndicales et sur tout ce que éventuellement le secteur nous oblige à réagir en tant qu'organisation professionnelle, c'est certain que on a une proportion quand même assez importante de journalistes jeunes parents qui viennent vers nous. Donc ça fait quand même partie des constats que nous, on a de notre côté, que pour aussi couvrir un secteur et des événements, faut quand même en être un petit peu d'une manière plus ou moins proche concerné. Alors c'est pas du tout un reproche pour votre profession, hein, c'est juste un constat et que du coup on est très heureux qu'au moins tous vos confrères et vos consoeurs et puis vous aussi comme vous l'expliquez en étant jeune maman à cette époque-là, vous soyez saisis de tout ça, parce que si on n'avait pas tous ces journalistes qui le faisaient, on aurait peut-être encore un problème de visibilité encore aujourd'hui. Donc du coup, c'est certain. Après, en tant qu'organisation professionnelle et en tant que professionnel, ce qu'on peut regretter, mais c'est pas par rapport à votre travail, hein, c'est par rapport à la couverture journalistique dans son ensemble, c'est que c'est un fait divers qui vient mettre la lumière sur notre secteur et que, à l'heure actuelle, étant donné la difficulté dans laquelle on se trouve, on est toujours l'objet d'articles qui viennent raconter toutes les difficultés qu'il y a parce qu'on a du mal à les dépasser et qu'on ne peut pas encore en être à l'étape de pouvoir témoigner des avancements qui peuvent se faire par rapport à notre secteur. Donc ça, c'est vrai que du coup, c'est surtout pour une jeune organisation syndicale comme la nôtre, c'est frustrant. Et on espère sincèrement que du coup, tout ce qu'on peut mettre en place en tant que syndicat permettra justement de tout ça. Et le travail, justement, comme vous le dites, journalistique, c'est aussi d'être à l'écoute des faits qui sont remontés. Et donc, c'est vrai que du coup, en étant maintenant présent, on essaye aussi de faire ce travail-là, de vous passer des informations, de vous interpeller par des communiqués régulièrement par rapport à toute l'analyse qu'on peut faire du secteur. Et c'est vrai que du coup, vous êtes quand même un certain nombre avec qui on a des contacts réguliers, parce que du coup, au-delà de ce que je disais, la presse petite enfance, vous êtes quand même un certain nombre de journalistes de la presse généraliste, nationale, quotidienne, régionale. Dorénavant, vous nous interpellez quand il y a quelque chose pour avoir éventuellement le son de cloche des professionnels de la petite enfance. Et ça, c'est super important pour nous, effectivement. Je vais en profiter après de pouvoir aussi vous faire remonter les premières questions et les premières remarques qu'on a sur Facebook. On a Léa qui vous demande comment avez-vous été accueillis par les gérants des différentes structures. Alors le gérant laisserait sous-entendre qu'on parle plutôt du secteur privé, mais j'ai envie de l'élargir d'une manière générale. Comment vous avez été accueillis par tous les types de gestionnaires qui existent dans le secteur, que ce soit le privé lucratif, le privé non lucratif et le public? On a quand même surtout rencontré des gens du privé lucratif, du coup. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que parmi tous les salariés qu'on a rencontrés, il y en avait beaucoup qui étaient passés par le privé lucratif et qui ont ensuite été retournés dans le public ou l'associatif parce qu'ils étaient pas très bien, ils vivaient pas très mal leur expérience, pas très bien leur expérience dans le privé lucratif. Et il y en avait beaucoup qui avaient même complètement changé de secteur, en fait. Et ça voulait dire aussi quelque chose. Comment on a été reçus ça dépend, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend à quel échelon de l'entreprise se situait la personne qu'on a rencontrée. Parce que on a été très bien reçus par les syndicats qui ont été, je pense, intéressés par notre travail et qui étaient un peu contents, en fait, qu'on se saisisse de ce sujet-là. Les salariés...
Il y en avait certains qui avaient un petit peu peur de nous parler quand même, parce que ceux qui étaient encore en poste dans le secteur, ils n'avaient surtout pas envie de perdre leur boulot, en fait. Et c'est vrai que pour ça, il fallait bien leur expliquer. Enfin, nous, on protège les sources dans ces cas-là. Donc, il y a des gens dont on parle dans le livre, dont j'ai jamais donné le nom parce que, en fait, je leur ai promis. Voilà, et ça s'appelle la protection des sources. Et puis, et par contre, alors, plus ça a monté dans les échelons, plus c'était un peu compliqué quand même de rencontrer les gens. Mais on a quand même fini par rencontrer Rodolphe Karl ou Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, donc les fondateurs du Petit Chaperon Rouge de Babylou. On a rencontré Claire Lao à la Maison Bleue et à People and Baby. Donc People and Baby, c'est la seule entreprise où ça a été, on n'a fait que communiquer par mail parce qu'on a demandé à plusieurs reprises de les rencontrer. Et ça n'a jamais été possible. Voilà. Donc, du coup, comment on a été reçus, comment dire, plutôt bien au final. Enfin, ça a été. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de méfiance vis-à-vis des chefs d'entreprise par rapport à notre travail. Je me rappelle que quand on a été reçus au siège des Petits Chaperons Rouges, on nous avait surtout demandé de rien enregistrer. Il y avait une personne qui s'occupait de la communication qui nous avait posé plein de questions sur justement les questions qu'on voulait poser. C'était très encadré. Voilà, on sentait qu'il y avait une forme de fébrilité. Voilà. Mais après... les gens ont répondu, alors sincèrement, ça je peux pas vous le dire, mais ont répondu à nos questions. Voilà. Bonjour, je m'appelle Adrien Charlot. Vous avez un peu parlé de comment vous avez été accueillis par les gestionnaires, qui peuvent être une forme de peut-être mettre en avant les difficultés de l'enquête. Est-ce que vous avez aussi à l'opposé un petit peu des révélations qui vous ont encouragé à dire dans le milieu de la petite enfance, il y a de l'espoir, il y a une énergie et il y a une dynamique qui aurait peut-être été décrite dans votre enquête. Et pour finir aussi, on voit que la sphère médiatique réagit souvent par des faits, et puis qu'après ça s'estompe un peu, et puis on passe à un autre dossier. L'actualité de la petite enfance, elle est encore très présente avec l'attractivité. Il y a aussi beaucoup de campagnes pour attirer les professionnels masculins, pour essayer de rendre ce métier beaucoup plus mixte. Est-ce que vous pensez que ça va permettre encore de garder la focale sur cette filière, et qu'est-ce qui pourrait en fait permettre à toute cette sphère médiatique de ne pas remettre dans l'ombre cette filière qui, comme vous l'avez dit, est des métiers qui sont d'utilité publique, et de ne pas les faire retomber dans l'oubli et dans l'invisibilité qui est caractéristique de ces métiers. Alors, je suis désolée, parce que du coup, je crois qu'il y a 3 questions et j'ai déjà un peu oublié la première. Vraiment. La première, c'était pour faire un peu le pendant à ce qui vous avez, comment vous avez été reçu, les freins un petit peu que vous aurez pu avoir. C'est de décrire peut-être les situations qui vous ont un petit peu montré qu'il y avait une dynamique, qu'il y avait des choses à décrire de positif, et pas de rester que sur les difficultés et qui sont importantes de décrire, mais qui auraient pu donner aussi envie de travailler dans ce milieu, et que ça reste un milieu et un secteur d'activité important. Les difficultés qu'on a nous rencontrées, clairement, ça a été d'avoir les réponses des entreprises quand même. Enfin voilà, d'avoir. On s'est intéressé aussi à la Fédération française des entreprises de crèche. Pour le coup, ils ont été très réactifs et on a rencontré très rapidement Elsa Hervy. Mais c'est vrai qu'après, on a essayé de rencontrer des personnes qui travaillaient pour le compte des entreprises. Ça a été plus compliqué en fait de discuter avec les commerciaux, qu'ils acceptent de nous parler. On a senti que
je pense que c'est peut-être un peu lié aussi à... voilà, certains n'avaient peut-être pas une très bonne image des journalistes, nous faisaient pas forcément confiance. On a aussi fait pas mal d'entretiens par téléphone, donc parfois quand on rencontre les gens, c'est plus facile en fait, plutôt que de faire ça par téléphone. Mais parfois, quand on appelait les gens à l'autre bout de la France, voilà, on n'avait pas non plus ni le temps ni l'argent de se déplacer à chaque fois. Après, oui, on a essayé de... Enfin, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en discutant avec les salariés, et ça, je pense qu'on l'a fait vraiment ressortir dans le livre. Moi, j'ai eu face à moi plutôt des gens qui étaient un peu... je les ai trouvés fatigués un peu et un peu désemparés, quoi. C'était souvent des personnes qui n'étaient pas enfin, après, voilà, il y avait pas mal de gens qui étaient, comme je l'ai dit, partis du secteur privé lucratif. Qui avaient parfois... il y avait aussi pas mal de gens qui étaient partis du secteur des crèches pour travailler en individuel. Je pense que c'était des personnes qui étaient un petit peu... qui avaient parfois un regard un peu négatif quand même sur ce qu'ils avaient vécu. Et c'est vrai, alors nous, on n'a pas... Effectivement, moi, je suis persuadée qu'il y a plein d'énergie dans ce secteur et qu'il y a plein de super initiatives, des innovations. Mais c'est vrai que nous, notre travail de journaliste, et ça, parfois, c'est pas évident à comprendre, c'est aussi de dénoncer ce qui va pas, quoi. Parce que si on dit, en fait... Enfin, dans le livre, ça aurait été un peu confusant, je pense, si on avait dit, bah, en fait, ça se passe très bien, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Enfin, comment dire, il faut que je pense qu'il y ait un message qui soit clair quand même. Donc, je pense qu'on a essayé à chaque fois de rappeler, en tout cas, qu'il fallait pas généraliser. Qu'il y avait des nuances à apporter à tout ça. Moi-même, ensuite, quand on a été interviewé suite à la sortie du livre, j'ai vraiment essayé de rappeler à chaque fois qu'il fallait pas... que nous, on voulait pas porter un discours alarmiste, que voilà, qu'il y avait des gens pour qui ça se passait très bien, et que heureusement qu'il y avait des solutions d'accueil dans les crèches et qu'il fallait surtout continuer à mettre son enfant en crèche. Mais c'est vrai que dans le livre, on a aussi surtout insisté sur là où ça allait pas, en fait, parce que fallait quand même faire passer ce message-là. Sans blâmer le personnel. Enfin, à chaque fois, on rappelait que c'était pas un problème, que si parfois c'était des problèmes humains, c'était exceptionnel, et que c'était lié à un contexte aussi de surcharge de travail et de cadences qui nous ont été décrites comme étant des cadences d'usine, voilà, de pénurie de personnel, voilà, du fait que dans les structures, il n'y a pas assez de monde, etc., quoi. Voilà. Et ensuite, comment continuer à faire vivre le sujet c'est compliqué, en fait, parce que... alors, en tout cas, là, je pense qu'il continue à vivre depuis. Enfin, moi, il y a souvent des articles. Là, quand il y a eu la commission d'enquête parlementaire qui a rendu ses conclusions, il y a quand même eu pas mal d'articles. Et je me suis dit, d'ailleurs, que c'était bien parce que ça voulait dire qu'il y avait quand même eu un déclic et que voilà, maintenant c'était un sujet qui était vraiment considéré comme un sujet d'importance par les médias. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Après, et voilà, et tout ça pour dire, et la commission d'enquête parlementaire, c'était pas un drame, c'était pas un fait divers, c'était une actualité politique en fait. Voilà. Après, comment dire, en fonction du gouvernement qu'on va avoir dans quelques mois, on va savoir aussi si la petite enfance va rester en tout cas dans les affichages une priorité du gouvernement. Et c'est sûr que si la petite enfance repasse sous les radars au niveau politique, c'est sûr que les journalistes en parleront moins, auront moins l'occasion d'en parler en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, on a toujours sur la page Facebook des remarques qui reviennent un peu sur votre rencontre avec les différents grandes entreprises du secteur de la petite enfance et qui vous posent la question suivante.
est-ce que les fondateurs de ces différents grands groupes que vous avez pu rencontrer sont conscients de ne pas avoir toutes les remontées de ce qui se passe sur le terrain? Je sais pas. Je peux pas vraiment répondre à cette question parce que, en fait, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on les a rencontrés, ils étaient plutôt dans un discours. Nous, on leur a posé des questions aussi factuellement sur comment ils ont monté leur entreprise, comment ils sont faits pour s'agrandir, en quoi ils ont. Comment dire, ils ont tenté d'influencer le gouvernement aussi pour faire évoluer la législation. Ça, c'était intéressant. Mais on leur a parlé, bien sûr, on a essayé, parce que nous, on a eu pas mal de témoignages. Donc, à chaque fois, on les a confrontés aux témoignages qu'on a eus, en fait, pour voir ce qu'ils nous répondaient. Mais ils étaient un peu dans leur rôle aussi de chef d'entreprise. Donc, en fait, chacun était dans son rôle. Et ils nous ont pas fait part de leur leur état d'âme, entre guillemets, à dire ah là là, on sait pas assez, qu'est-ce que c'est grave. Enfin, non, ils nous ont pas dit ça, non. Mais je pense qu'ils avaient tout intérêt à pas nous le dire, en fait. On est bien d'accord. Mais bon, voilà, je me faisais le relais des questions qui y étaient posées sur notre page Facebook. On a eu du coup une expérience commune entre le syndicat et vous, journalistes. C'est justement cette audition dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur la qualité d'accueil dans les crèches, qui a donc rendu son rapport public il y a quelques jours, à peine quelques semaines maintenant. Ça n'a pas été forcément l'exercice le plus simple à faire. Nous, on l'a vécu aussi. C'était pas forcément le plus évident que de répondre à ces séries de questions de la rapporteure de la commission d'enquête qui avait plein de questions à nous poser et très peu de temps pour qu'on puisse y répondre. Comment, quand vous êtes comme ça auditionné dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, vous pouvez, quelle posture vous adoptez en tant que journaliste pour pouvoir justement répondre à ces questions-là? Parce que du coup, nous, on y a été avec tout notre militantisme et notre volonté de faire encore plus porter la voix des professionnels, mais vous n'êtes pas dans ce rôle-là quand vous êtes auditionné par la commission d'enquête. Donc comment vous avez appréhendé ce moment-là d'être questionné sous serment, et comment vous prolongez votre travail journalistique dans ce genre de rencontre? Bonne question. Mais c'est difficile d'y répondre. Comment en fait, nous, moi, j'étais contente d'être auditionnée lors de cette commission d'enquête parlementaire parce que ça voulait dire déjà que notre travail était pris en compte. Et que qu'ils estimaient utile de nous auditionner, que c'était aussi l'occasion d'expliquer tout ce qu'on avait constaté, parce que c'est vrai qu'au début, quand il y a cette commission d'enquête qui avait été lancée, selon les personnes, mais il y avait eu parce que moi j'avais pu rencontrer William Martinet dans le cadre de l'enquête. On finit d'ailleurs là-dessus, sur cette volonté de créer une commission d'enquête parlementaire, c'est la fin du livre. Et donc, il y avait eu à l'époque un peu de... Lui, il voulait vraiment que ce soit que le secteur privé qui soit concerné par la commission d'enquête. De sa part à lui, il y a eu un peu de déception. À un moment, je me suis demandé aussi si le secteur, nous, notre travail à nous, s'il n'allait pas un peu passer sous les radars, en fait. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans la forme, cette commission d'enquête parlementaire, ils ont vraiment auditionné pas mal de monde, que le travail a été mené sérieusement. Même si il n'y avait pas énormément de monde quand même. Ils n'étaient pas tous présents. Et après,
Ouais, il y avait un côté, ça se prépare, une audition comme ça. On essaye à la fois d'être sincère et puis de ne pas faire d'erreur parce que c'est important. Et puis, oui, alors on reste dans notre rôle de journaliste. Après, c'est vrai que moi, je travaille dans un journal, Le Parisien, qui est un journal qui est non partisan. Voilà, on ne prend pas parti, en fait, on laisse la parole à tout le monde, etc. Nous, malgré nous, dans ce livre, on a un peu débordé. Je pense que moi, c'était important pour moi, à la fois quand je prenais la parole dans les médias et lors de cette commission d'enquête, de parler vraiment des dysfonctionnements, de lancer un peu l'alerte. Alors, je vais pas dire que je suis une lanceuse d'alerte, mais c'était de dire ça va pas, il faut qu'il y ait une réaction politique, en fait. Et oui, de fait, ça nous fait un peu, enfin, ça nous amène à nous engager, en fait, sur le sujet. Mais bon, je pense que c'est important et que c'est nécessaire. Voilà. Oui, alors on rappelle, William Martinet, c'est un député La France Insoumise qui a été à l'origine de la demande de commission d'enquête et qui a donc souhaité à ce que ça soit principalement axé sur le secteur privé lucratif, et qu'en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, cette commission s'est élargie à l'ensemble du secteur, même si après, tout au long de la commission d'enquête, on voit bien que du coup, les principaux acteurs du secteur privé lucratif ont été longuement auditionnés, et pour certains plusieurs fois, et que du coup, même si le travail a été d'élargir au niveau de la commission d'enquête à l'ensemble des différents types de gestionnaires qui sont sur le secteur, on a bien vu que du coup, c'était bien le secteur privé lucratif, comme l'a montré votre ouvrage, qui concentrait quand même beaucoup de questions, pour rester d'une manière très politiquement correcte sur le propos ce soir. Mais ouais, c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on s'est dit avant de préparer cette intervention ce soir, c'est que ce qui nous importe, et c'est ce que j'ai un peu rappelé en propos, donc je vais un peu boucler la boucle tout doucement, c'est que l'importance pour notre secteur, et c'est un peu aussi la question qu'Adrien a un peu initiée, c'est que on a un regard qui n'est plus simplement des gens qui sont concernés par le secteur de la petite enfance, les pros, les universitaires qui réfléchissent et qui s'intéressent à étudier la prime enfance, la périnatalité, etc. Mais que du coup, tout doucement, le regard s'élargit au grand public et aux médias plus généralistes. Et nous, ce qu'on espère, c'est que du coup, on puisse un jour témoigner que le secteur va mieux, parce que ça, c'est très important pour nous, qu'on puisse enfin aussi, on va dire, ne plus être à nourrir les colonnes faits divers de tous les médias qui peuvent exister. Et ce qui est aussi important, c'est que tout ce travail qu'on engage, il amène quand même à faire une prise de conscience que... je vais reprendre les mots d'Elisabeth Laitier, qui est présidente du comité de filière petite enfance. L'enfant, il n'est pas à 3 ans avec un cartable, mais qu'il y a bien plein de choses qui se passent avant. Et pour refaire un tout petit peu le lien avec notre colloque d'aujourd'hui, qu'il y a des périodes qui sont dans la vie hyper importantes en termes d'enjeux dans le développement, et que la petite enfance en fait partie. Et que tout ce qui se joue au niveau de la petite enfance va, pour beaucoup de monde, avoir des conséquences sur tout au long de la vie. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment très important pour nous de le rappeler, parce que c'est le cœur de notre métier, c'est bien ça. Et là-dessus, on ne peut que être satisfait que vous puissiez justement faire ce travail-là. Et la question, pour un peu conclure tout doucement cette intervention avec vous ce soir, c'est s'il y avait une suite à Baby Business, vous l'envisageriez comment ? Bon, je ne vous l'ai pas vu venir, celle-là. Piège. Une suite à Baby Business. Je pense qu'il y a plein de choses. Enfin, déjà, quand on était sur le livre, on se disait, ah là là, il faudrait approfondir ça.
En fait, je pense qu'on aurait pu déjà faire... Il y a 4 livres dans ce livre. Enfin, je veux dire, on aurait pu approfondir, par exemple... moi, il y avait des sujets voilà, sur... on aurait pu élargir la palette de reportages, par exemple, qu'on a fait. Enfin, on a été sur le terrain, voir différentes crèches. Donc, on a développé certains cas qu'on a vus, mais on aurait pu le faire plus si on avait eu plus de temps. Le cas de People and Baby, moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors on y accorde de l'importance dans le livre, mais on aurait pu faire plus long. Je pense qu'on aurait pu faire un livre sur People and Baby si on avait eu plus de temps. Et puis après, bon, il y a un autre livre qui sort en septembre, il va peut-être en parler. Mais comment dire je pense que la suite de B-Business, moi je pense que... alors après, il y a pas mal de gens qui sont venus nous voir aussi en nous disant « Ah, mais vous n'avez pas parlé du secteur privé associatif ». Il y a pas mal de choses à dire aussi. Voilà, on aurait pu... Voilà, je pense qu'on pourrait aussi se focaliser sur d'autres... voilà... je le citerai pas, mais l'un des membres de la commission d'enquête parlementaire, un député, m'a dit allez voir ce qui se passe dans le secteur public. Il y a des endroits où voilà. Donc peut-être aussi ça mériterait de faire un livre. Voilà. Je pense que potentiellement il y a voilà, si j'avais le temps. Non, mais je veux dire, il y a tout un tas de sujets qui mériteraient d'être creusés dans la petite enfance. Elle était peut-être un peu vaste et comme ça, mais c'est vrai que du coup, vous avez quand même pris du temps pour vous intéresser à notre secteur et vous avez du coup maintenant un regard qui est bien plus affûté sur ce qui peut s'y passer. Vous continuez à vous y intéresser régulièrement en écrivant des articles justement pour votre média. Et c'est vrai que... avoir votre retour sur voir l'évolution entre les constats que vous avez faits qui vous ont amené à faire cette enquête et comme on voit que ce secteur est encore en pleine tourmente mais aussi en pleine évolution, de voir comment vous pourriez appréhender éventuellement une suite à ce regard-là que vous avez commencé à mener. Alors, je pense que vous l'avez dit, vous continuez à le suivre et ça sera sûrement plutôt par l'objet d'articles, d'actualité au fur et à mesure de tout ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que cette question-là, en tant que journaliste, sur comment vous intéressez à un secteur et comment vous lui donnez une suite dans votre travail de journaliste, voilà, c'est quand même intéressant pour nous, professionnels de la petite enfance, de comprendre comment éventuellement on s'intéresse à un secteur et comment on enquête et comment après on fait le suivi, parce qu'on se rend bien compte que c'est des logiques qui ne sont pas propres à nous. Et c'est là où du coup c'était super intéressant de pouvoir vous accueillir ce soir. Je le répète, c'est que vous n'êtes pas du secteur de la petite enfance et que vous posez un regard sur nous. Alors que nous, on a la tête dans le guidon en permanence. Et vous l'avez bien vu avec tous les témoignages que vous avez reçus, parce que quand vous avez lancé cette enquête, vous avez eu des témoignages qui sont arrivés parce qu'il a fallu que la parole, elle se libère d'un certain poids. C'est pour ça que je vous posais la question de comment vous avez reçu tous ces témoignages-là, parce que certains n'ont pas dû être évidents non plus quand même à recevoir. En tout cas, Daphné Castaldi le disait bien pour la partie de son enquête à elle. Donc c'est vrai que du coup, l'idée, c'est de pouvoir quand même... expliquer tout ça et puis voilà, on est quand même là en train de se partager les choses et c'est diffusé sur Facebook, c'est de pouvoir justement faire en sorte que du coup on puisse comprendre que à nous professionnels de la petite enfance, c'est pas quelque chose d'évident comme vous l'avez dit, parce qu'on n'est pas forcément dans les radars. Et s'il faut être dans les radars, il faut être dans les faits divers, tant mieux qu'on n'y était pas jusque-là. Et puis, c'est vrai que comme on est un peu par principe un milieu assez clos, puisque du coup, on s'occupe des enfants pendant que les parents nous les confient. Donc, ce qui se passe dans les 4 murs d'une crèche pendant que les enfants nous les confient, c'est pas quelque chose que les enfants vont pouvoir eux-mêmes raconter à leurs parents, sauf quand ils sont vraiment tout proches de l'école maternelle, qu'ils ont une certaine facilité de langage et qu'ils peuvent là commencer un peu à raconter, mais ils racontent bien ce qu'ils veulent avec leurs mots. Donc après, en tant que parents, on décrypte ce qu'on peut. Et c'est vrai que du coup, on reste quand même comme un milieu relativement... je trouve pas le mot, mais fantasmé d'une certaine manière.
Et c'est vrai que tout ce travail que vous menez, ça permet quand même de pouvoir y mettre un certain éclairage. Alors, on l'a bien compris, hein, avec une ligne directrice, parce que du coup, l'idée était bien de montrer aussi le côté difficulté rencontrée sur le moment, et c'était bien votre axe de l'enquête. Mais voilà, on se permet ici, nous, en tant que syndicat ce soir, c'est bien de rappeler aussi l'importance d'avoir des gens comme vous qui permettent justement de pouvoir y poser un regard extérieur, quoi. Et c'est vrai que là, ça peut permettre justement de pouvoir continuer à faire évoluer le regard grâce à ce que vous mettez en lumière. Non, mais après, je pense que, c'est important. Je pense qu'il y a des journalistes de la presse généraliste, en fait, qui s'emparent du sujet. Mais, moi, je sais, par exemple, pour les consulter souvent, le site Les Pros de la petite enfance, c'est de la presse plus spécialisée, mais ils font un super boulot aussi. Je pense qu'il y a un travail complémentaire, en fait, à mener entre, que tout ça s'oppose pas, en fait, que c'est dans un ensemble. C'est plus la presse spécialisée aussi parlera de ce secteur-là aussi, plus les journalistes de la presse généraliste pourront s'en emparer aussi. Du coup, maintenant, au bout de 4 ans d'existence, c'est vrai qu'on a aussi un petit réseau au sein de plusieurs médias qui nous permet justement de pouvoir échanger assez régulièrement avec des journalistes. Et que, oui, si vous êtes là ce soir pour pouvoir témoigner de ce que vous avez pu faire en tant que journaliste pas spécialisé en petite enfance, aussi, on a une presse petite enfance qui permet aussi de faire ce travail-là. Et on ne va pas dire le contraire. Si le syndicat il existe, c'est bien aussi parce que l'initiative qui a permis la création de ce syndicat-là a été relayée par la presse petite enfance au départ et effectivement par le site Les Pros de la petite enfance. Donc je pense que voilà, toute l'importance de tout ça, elle est là. Et voilà, c'était vraiment le message qu'on voulait aussi faire passer ce soir en vous invitant et encore merci d'avoir accepté cette invitation-là. En plus, on ne vous a pas facilité les choses en vous proposant un exercice de Facebook Live, mais merci vraiment beaucoup de pouvoir faire tout ça parce qu'il faut que du coup, l'ensemble du secteur prenne conscience de tout ça. Et s'il y a le mot de la fin à avoir avant de vous laisser le vôtre aussi après, c'est de dire que il y a une importance de continuer à témoigner en tant que professionnel de la petite enfance, chacun à son niveau. Nous, en tant que syndicat, les pros au quotidien auprès des familles et auprès des autres collègues, et puis vous, en tant que journaliste, en faisant cet écho de tout ça au quotidien en fonction de l'actualité. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas. Non, mais moi, j'ai pas vraiment... je ne sais pas si j'ai un mot de la fin particulier. Moi ça m'intéresserait aussi de savoir comment les gens ont perçu, en fait, la sortie des livres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut m'en parler, là. Mais voilà, je me suis un peu parfois demandé comment ça allait être reçu par le secteur. Si les gens se sont dit « Ah, chouette, on parle de nous », ou si... les gens se sont dit ah voilà, on raconte que des trucs négatifs, etc. Voilà, je me suis posé cette question-là. Je sais pas si quelqu'un veut m'en parler. Donc je suis éducatrice de jeunes enfants et directrice de crèche jusqu'à récemment. Et c'était assez mitigé auprès des professionnels. Tout dépend un peu déjà comment elles vivent elles-mêmes leur travail ou quoi. Je sais que dans mon équipe, il y en a qui étaient vraiment contentes d'avoir un regard posé sur elles et leurs difficultés, qu'elles soient parlées, que ça puisse être partagé. Et d'autres qui disaient oui, de toute façon, dans les médias, on n'entend toujours que ce qui ne va pas. Donc c'est assez mitigé. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans la sortie de 2 livres, c'est les rapports qu'on a pu avoir avec les parents. Parce que ça a permis une porte d'entrée pour aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément. Alors après le drame de Lyon, comme on dit, il y a eu beaucoup d'inquiétudes de la part des parents qu'il a aussi fallu gérer, des angoisses qui n'existaient pas forcément avant. Mais ça a permis aussi d'aborder un regard des parents différent sur les professionnels, qui a pu être positif dans le sens où il y a eu des moments de collaboration à un niveau différent dans la prise en charge, dans l'accompagnement de leur enfant. Donc il y a eu
Voilà, je pense que c'est un chemin qui doit aussi perdurer dans la prise en compte globale entre la famille, les professionnels, les institutions. Et votre travail, il permet aussi d'avoir des portes d'entrée comme ça un petit peu différentes. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Bérangère Le Petit, pour cet exercice pas évident. Et d'avoir joué le jeu, de présenter un peu comment on construit une enquête journalistique et qui permet d'en sortir un bouquin. Merci très sincèrement de pouvoir vous être rendu disponible pour ça ce soir. Et puis merci à tous ceux qui sont derrière leur écran d'avoir pu suivre ça. Le replay reste en ligne, donc du coup tous ceux qui n'ont pas pu le suivre en direct auront l'occasion de pouvoir redécouvrir éventuellement nos échanges en replay. Et puis merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci à vous.